Donc, ce qu'on a commencé à voir la dernière fois, c'est qu'on pouvait faire de la physique avec le cosmos. Physique dans le ciel, dans le cosmos. Et en soi, il faut vraiment mesurer la surprise que ça a pu représenter, en tout cas le changement complet de perspective, je dirais, de l'humanité vis-à-vis de son environnement. Le cosmos était considéré comme quelque chose d'autre. Aristote distingue le monde supralunaire et le monde sublunaire. Au-delà de la Lune, c'est plus le monde, quoi. Enfin, c'est plus le monde des choses périssables où rien ne se maintient indéfiniment. Dans le ciel, les choses ont l'air de se maintenir effectivement indéfiniment. Les étoiles sont là depuis toujours, jusqu'à toujours. On n'imagine pas qu'il y a de la physique qui puisse modifier le ciel, et on n'imagine pas que les astres, les étoiles, soient soumises aux lois physiques. C'est quelque chose d'autre. Et quelque part, je trouve que c'est dommage qu'on ait perdu cette idée d'un différent absolu, quoi, quelque chose qui est complètement autre chose, qui ne relève pas de la réalité physique ordinaire. Bon, maintenant, on sait que, disons, en tout cas pour ce qui est des étoiles et des corps célestes, ils sont soumis aux lois de la physique, qui sont universelles. Donc on a vu la dernière fois, avec la loi de Kepler, expliquée par Newton. J'ai oublié de mentionner, en fait, le premier indice que le cosmos n'est pas étranger à notre réalité physique, c'est quand Galilée pointe sa lunette sur la Lune et il voit des taches, des montagnes, des similitudes. Alors en plus, sa lunette, comme je vous l'ai déjà dit, ce n'était pas un truc super précis, mais on voit vaguement des reflets de cratères, c'est un peu irrégulier. Et il dit « la Lune est terreuse ». C'est ça qu'il écrit, c'est assez intéressant. La Lune est terreuse, ça veut dire elle est comme la Terre, en fait. C'est de la matière, c'est solide. Alors, c'est un peu difficile à évaluer exactement, mais en tout cas, ce n'est pas un astre parfait, immaculé, justement sans tache, qui serait cette réalité complètement extra-humaine, hors de notre monde physique. Bien. Donc ensuite, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est cette loi identifiée par Kepler, qui est que, donc ça c'est Kepler, vous vous souvenez, bon, d'abord que les planètes ont une trajectoire elliptique autour du Soleil, mais avec donc un demi-grand axe et une période de révolution qui sont liées par ce rapport. C'est donc une loi quantitative, c'est assez impressionnant. Et ensuite, ce qu'on a vu, c'est que Newton comprend la gravitation universelle, donc ça en fait, voilà, c'est Newton, là, que cette constante est liée à une force, en fait, elle est liée à la conjonction de la force de gravitation et des lois de la dynamique. Donc les corps célestes obéissent aux lois de la dynamique en présence d'une force de gravitation qui est la même que celle qui nous fait tomber vers le centre de la Terre. Donc c'est tout à fait remarquable. Et donc, on peut faire de la physique dans le ciel, parce qu'il y a de la physique dans le ciel, et dès lors qu'on identifie cette loi-là, comme je vous l'avais dit, on peut même déterminer la masse du Soleil, ce qui paraissait complètement hors d'atteinte, ce qui est assez fou. Alors on peut déterminer, enfin, moyennant la connaissance de G, donc, comme je vous l'avais dit, qui a été déterminée par Cavendish, bien plus tard, mais peu importe. Donc on peut connaître la masse du Soleil. On peut de la même façon, du coup, connaître aussi la masse des planètes. Parce que si vous observez Jupiter avec ses satellites, eh bien vous allez voir que de la même façon, le rapport du cube du rayon de demi-grand axe de l'orbite de chacun des satellites divisé par le carré de sa période, eh bien, c'est à nouveau une constante, pas la même. Ça va être quoi dans ce cas-là? Ça va être G fois la masse de Jupiter sur 4pi2. Et donc, on a la masse de Jupiter.
Et ben, vous pouvez faire ça aussi avec la Terre. Puisque la période de la Lune, on la connaît, la distance de la Lune, on la connaît depuis Hipparque. Hein. Et donc, vous pouvez connaître la masse de la Terre. Et vérifier que c'est bien ce qu'on obtient, effectivement, lorsque, ayant mesuré G, on compare l'accélération de la pesanteur à ce qu'on attend d'après la loi de la gravitation universelle, G mt sur RT rayon de la Terre, masse de la Terre, rayon de la Terre au carré, là. Et voir que oui, c'est bien la même force la force qui nous attire, enfin notre force, la force de pesanteur, en tout cas. La force de pesanteur et la force qui fait tourner la Lune qui empêche que la Lune s'en aille très loin. Et donc, il a fait tomber en permanence sur la Terre. Il faut bien réaliser que la Lune tombe en permanence sur la Terre. Oui. Et on a trouvé la valeur d'accélération de la pesanteur avant de trouver le grand V. Ah oui, bien sûr. Oui, parce que ça, il suffit de lâcher un corps, effectivement, et on voit ce que vaut petit G. Du coup, en ayant la connaissance de la masse de la Terre qu'on a déterminée grâce à notre Kepler. Alors, en fait, dès lors qu'on mesure G, en fait, ce que fait Cavendish, c'est de mesurer. Alors lui, il cherche la densité moyenne de la Terre, en fait, mais qui est liée à ça. Enfin, si vous supposez que la Terre est homogène, vous pouvez relier G à la densité de la Terre. Donc, mais si vous voulez, en termes modernes, Cavendish a identifié G, et du coup, il a identifié M aussi. Mais on vérifie que le A cube sur T2 de la Lune, on n'a qu'un satellite, mais néanmoins, enfin maintenant on en a plein de satellites, on peut vérifier ça, évidemment, quelle que soit la distance d'un satellite autour de la Terre, hein, ce qu'on envoie, quoi, eh bien, A3 sur T2 est toujours le même, strictement égal à ça. Ce sont les lois de la gravitation universelle. Alors tiens, quelle est la masse de la Terre? Je crois que je ne l'ai pas donnée la dernière fois. Et la masse du Soleil, la première, la masse du Soleil. Donc ça, c'est un nombre que vous pouvez avoir en tête. Donc comme je vous disais, je crois dans le tout premier cours, les ordres de grandeur, c'est toujours un petit peu délicat en astrophysique, parce que si je vous dis un nombre, et si je vous dis 1000 fois plus, ou même 1 million de fois plus, ou 1 million de fois moins, ouais, bah ok, enfin on se rend... Enfin, je ne sais pas si je fais un sondage, bon, peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent la masse du Soleil, sinon si je fais un sondage, ça peut être intéressant d'ailleurs. Allons-y, qu'est-ce que vous diriez comme masse en kilogrammes? 10,32 kilogrammes en ordre de grandeur, ouais. 10,28. Allez, on va voir. Une proposition, ça pourrait être 10,45, ça pourrait être 10,27 ou 10,12, je ne sais pas. Non. Bon, alors en fait, c'est 2 10 puissance 30 kg. Vous l'avez bien encadré, enfin, logarithmiquement. 2 10 puissance 30 kg. Donc ça, c'est la masse du Soleil. On la note comme ça, avec un point. Vous savez, c'est le symbole astronomique du Soleil, ça. Un rond avec un point dedans. Voilà, 2 10 puissance 30 kg. Bon, c'est ce qu'on trouve. Alors ça fait beaucoup. Si vous considérez, ce qui est quasiment le cas, que le Soleil est constitué de protons, c'est-à-dire de noyaux d'hydrogène, ça fait beaucoup de particules. Alors ça fait combien de particules? C'est quoi la masse du proton? Masse du proton? Ouais. 10 puissance moins 27 kg. Vous savez que une mole de proton fait 1 gramme. Hein. Donc, n fois la masse, n nombre d'Avogadro fois la masse du proton, ça c'est 10 moins 3 kg. Et ça c'est 6 10 puissance 23. Hein. Donc ça fait, la masse du proton, c'est 1/6 de 10 moins 26, donc voilà, 1,6 10 moins 27, donc bravo. Voilà, donc si ça c'est, donc chaque proton pèse ça, pour faire ça, eh bien il faut
à peu près donc 10 puissance 57 protons. Il y a beaucoup de particules dans le Soleil. Bon, c'est comme ça. Ok, donc ça c'est la masse du Soleil. Quelle est la masse de la Terre? Bon, alors c'est pareil, hein, ça s'estime. Simplement, ça, vous savez que c'est 10, à peu près 9,8, etc. 10 mètres seconde moins 2. Le rayon de la Terre, 6400 km. G en unité internationale, 6, 10, moins 11. Vous calculez et vous trouvez, pour la masse de la Terre, 6, 10, 24 kg, à peu près. Donc ça fait 3 micromasses solaires. La Terre, c'est pour avoir un peu l'ordre de grandeur en tête. Sur la masse de la Terre, c'est 3 micromasses solaires. 3, 10, moins 6. Voilà la masse du Soleil. Bon. Ok. Alors, il y a d'autres... donc, on a parlé de cette loi, là, qui est vraiment fondamentale, emblématique et capitale sur le plan de l'histoire, pas juste de l'astronomie, mais de l'histoire des sciences, hein, puisque vraiment, c'est là qu'on comprend que... Enfin, en fait, la loi de la gravitation universelle, c'est la première loi... en fait, bon, c'est Newton, quoi. Les lois de la dynamique associées à la loi de la gravitation universelle, c'est vraiment les premières lois physiques où on peut voir directement que, eh bien, par exemple, le mouvement des planètes n'est pas décrété, mais est la conséquence de quelque chose de plus profond, qui est justement ce cadre physique qui vaut pour tout l'univers, le fait que ce soit universel, en tout cas pour tout le système solaire. Bon, on sait maintenant que ça vaut pour tout l'univers visible. Oui, alors il y a d'autres rapports quantitatifs subtils qui appellent aussi probablement explication. Donc il existe des rapports quantitatifs je dirais plus subtils dans le système solaire. Si vous regardez la période de révolution de la Terre, par exemple, et que vous la comparez à la période de révolution de Vénus. Donc Vénus tourne plus près du Soleil que la Terre. Elle tourne donc avec une période plus petite. Mais il se trouve que si vous faites 13 fois la période de Vénus, vous trouvez 8 fois la période de la Terre. À très peu de choses près, en fait. Bon, ça peut être une coïncidence. C'en est une, dans une certaine manière, d'une certaine façon. Mais vous pouvez aussi remarquer que 8 fois la période de Mars, c'est à peu près 15 fois la période de la Terre. Bon, ok. Alors tout dépend du à peu près. Évidemment, si vous prenez deux nombres, deux périodes et vous faites le rapport, à la énième décimale, si vous arrêtez à la énième décimale, ça va évidemment être un nombre rationnel, donc vous pouvez trouver un nombre entier d'un côté, un autre entier de l'autre, bien sûr. On peut toujours approximer le rapport de deux nombres par un rapport de nombres entiers, évidemment. Mais là, ce sont des petits nombres, quand même. On peut se demander si c'est fortuit. Alors, par ailleurs, on peut remarquer que, en prime de tout ça, on a 2 fois la période de Saturne, qui est à peu près 5 fois la période de Jupiter. Là encore, ce sont des petits nombres. Hein. C'est pas qu'on a pris n'importe quel nombre, le rapport de deux périodes qui n'ont rien à voir, et puis il sort un nombre, puis on s'arrête à la énième décimale, puis on dit voilà, c'est un nombre rationnel. Non, on sent que c'est quand même un peu étrange. Et puis alors, il y a une autre question, enfin, il y a un autre constat, pardon. Si on regarde les satellites de Jupiter, donc vous avez le premier, c'est Io, ensuite vous avez Europe, ça c'est Jupiter,
Et puis vous avez Ganymède. Alors vous avez un quatrième, là, Callisto, qui est plus loin et pour lequel ça ne marche pas. Mais là, il y a des périodes, c'est assez remarquable. Si vous regardez la période, en fait, le rapport, alors la période de Io, c'est 1,77 jours. Europe, ça fait 3,55 jours. Et Ganymède, ça fait... Peu importe, hein, enfin, retenez finalement pas ces choses-là. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est que si ça c'est 1, eh bien ça c'est 2 et ça c'est 4. Presque parfaitement, à nouveau. C'est quelque chose qui est un peu troublant, parce qu'en réalité, lorsque vous connaissez les lois de Newton et que vous expliquez les ellipses de Kepler et puis le rapport A3 sur T2, etc., vous voyez aussi que la taille, enfin j'ai un peu exagéré, la taille d'une orbite planétaire peut être n'importe quoi. Ça peut vraiment être n'importe quoi. En fait, ça dépend des conditions initiales. Vous lancez une planète à tel endroit, à telle distance, avec telle vitesse, enfin, donc à tel endroit avec telle vitesse, elle va avoir une certaine trajectoire qui se calcule très simplement avec la dynamique newtonienne. Mais si vous la lancez d'un peu plus loin, elle a aussi une trajectoire qui est ce qu'elle est. La loi de Newton ne contraint pas la taille des orbites. Toutes les orbites sont possibles. Du coup, comment se fait-il que celles des planètes sont dans des rapports comme ça et que, alors, c'est pas parfaitement exact, mais enfin, c'est très proche en fait. Et pareil pour ces. Donc, vous voyez que ça appelle l'explication en fait. Et ça, c'est nouveau parce que avant la découverte qu'il y a de la physique dans le ciel, c'est ce que c'est quoi. Ça tourne comme ça, ok, ça tourne comme ça. C'est à telle distance, oui, ok. Sauf que maintenant, c'est pas ça tourne comme ça parce que ça tourne comme ça. Ça tourne comme ça parce que la loi de Newton. Et on sait effectivement que si vous changez les conditions initiales, eh bien, ça va changer l'orbite. Du coup, ça soulève des nouvelles questions qui n'avaient même pas de sens avant. Se poser la question pourquoi Mars tourne comme ça autour du Soleil. Bon, il n'y a même pas de schéma, de cadre de pensée qui pourrait conduire à une réponse à ce pourquoi. Eh bien parce que, etc. Maintenant qu'il y en a, du coup, on ne peut pas juste regarder ça en disant oui, c'est comme ça. Il y a probablement une explication derrière. Or, c'est beaucoup plus compliqué, puisque comme je viens de vous le rappeler, si vous regardez juste la loi de Newton, ma foi, ça pourrait être n'importe quoi. Or, ce n'est pas n'importe quoi. Alors, en fait, ces questions-là n'est pas très claires et pas encore tout à fait tranchées, tout simplement parce que là, on a des idées, c'est ce qu'on appelle la résonance orbitale. En fait, pour comprendre ce type de coïncidences qui probablement n'en sont pas, en fait, qui n'en sont pas, il faut sortir du cadre simple où vous avez le Soleil et une planète, avec une force bien connue, et puis vous résolvez les équations de Newton et on n'en parle plus. En fait, là, on a une dynamique à plusieurs corps. En fait, le système solaire, c'est pas le Soleil et les planètes individuellement, c'est l'ensemble des corps du système solaire. Et certes, l'attraction gravitationnelle sur chaque planète est largement dominée par le Soleil, qui a une telle masse, de puissance 30 kg, qui fait que le champ gravitationnel induit par le Soleil est bien supérieur à celui de tous les autres corps. Néanmoins, les autres sont là et attirent aussi chacun des corps. Tous les corps s'attirent les uns les autres en raison inverse de du carré de leur distance et proportionnellement à leur masse. Et donc, on comprend en fait ces rapports-là par des phénomènes de résonance où vous avez une stabilisation. Alors, c'est là où je dis que tout n'est pas bien maîtrisé, parce que c'est compliqué la dynamique à plusieurs corps. Comme vous le savez, probablement, dès 3 corps, c'est complètement chaotique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution exacte
de la dynamique à 3 corps, simplement ce qui s'attire avec la force gravitationnelle et rien d'autre. Non seulement il n'y a pas de solution exacte connue, mais en fait, c'est chaotique. C'est-à-dire si vous changez un tout petit peu une condition initiale, vous pouvez, au bout d'un certain temps, plus ou moins long, vous retrouver avec des trajectoires qui n'ont rien à voir avec celles que vous obtiendriez si vous n'aviez pas fait cette petite modification. Donc, ce n'est pas très simple de comprendre dans le détail toutes ces choses-là. On comprend néanmoins le phénomène de résonance, qui est que, par exemple, donc je mets le Soleil, on va prendre, je sais pas, Saturne et Jupiter. Donc Jupiter, et puis Saturne. Alors, donc chacune a sa période. Donc ce que vous voyez, c'est que pendant que Saturne fait 2 fois le tour, c'est pas à l'échelle, on est d'accord. Pendant que Saturne fait 2 fois le tour, Jupiter fait 5 fois le tour. Et ça veut dire qu'il y a des conjonctions qui se répètent. D'accord ? Une conjonction comme ça, par exemple, donc où elles sont alignées avec le Soleil. Quand Saturne est là, évidemment, ça tire un petit peu Jupiter par là. À l'inverse, Jupiter tourne un peu Saturne par là. Enfin, tire un peu Saturne par là. Là aussi, mais enfin, de là à là, mais moins. Donc, c'est clair que l'influence gravitationnelle de Saturne sur Jupiter et réciproquement est maximale lorsqu'elles sont dans cette position-là, et minimale quand elles sont à l'opposé. Mais donc, ce que vous voyez, c'est que tous les 2 ans jupitériens, à peu près 22 ans terriens, tous les 2 ans jupitériens, il y a ce petit kick-là qui... Et alors ça peut stabiliser, au sens où si jamais tout l'ensemble des autres perturbations dans le système solaire faisaient que Jupiter avait tendance à se rapprocher un peu du Soleil, eh bien, hop, elle est remontée un petit peu sur sa trajectoire. À l'inverse, si Saturne avait tendance à s'éloigner un peu, hop, en fait, elle revient. Alors, donc, je ne vais pas vous faire la théorie des résonances orbitales. En fait, c'est compliqué. C'est tellement compliqué que ces résonances peuvent stabiliser des orbites relativement les unes aux autres, par rapport aux autres, mais elles peuvent aussi déstabiliser des orbites. Parce qu'à l'inverse, si Jupiter avait tendance, par exemple, à s'éloigner un peu, là, à chaque fois, il se reprend un petit coup. Et en fait, le fait que ce soit résonant, c'est-à-dire que ça se reproduise tout le temps de façon régulière, fait qu'une petite influence va pouvoir, enfin, en se répétant tout le temps, va pouvoir générer des effets importants. Donc, ces effets peuvent être soit stabilisateurs, soit déstabilisateurs, et vous voyez que ça dépend vraiment des circonstances. Donc, tout ça n'est pas enfin, on peut pas, enfin, c'est pas comme la trajectoire elliptique d'une planète autour du Soleil où je vous écris l'équation, pouf, 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 et en 10 lignes, on a la trajectoire. C'est vraiment compliqué, la dynamique globale. Dans le système solaire, tout est complètement dominé par la présence du Soleil, mais sur des années, des centaines d'années, des milliers d'années, des millions d'années, des milliards d'années, vous savez que le système solaire existe depuis 4,5 milliards d'années, vous comprenez bien que tous ces phénomènes d'interaction font que si les planètes sont encore là, c'est qu'elles sont sur des trajectoires qui sont quand même très stabilisées. Alors on sait qu'elles n'ont pas toujours été comme ça, on sait qu'il y a eu des migrations. Par exemple, Neptune était beaucoup plus proche à un moment. Des choses comme ça, on arrive à retracer un peu l'histoire du système solaire. Pas de façon très précise ni très certaine, parce que comme je vous le dis, c'est une dynamique chaotique essentiellement. Mais enfin, il y a des choses qu'on arrive à dire à peu près. En tout cas, il faut comprendre qu'on regarde aujourd'hui le système solaire 4,5 milliards d'années après sa formation. Et donc, ce genre d'effet des planètes les unes sur les autres, infime. Mais elles se produisent depuis 4,5 milliards d'années. Des révolutions comme ça, il y en a eu, d'accord ? Il y en a eu énormément. Donc, si les choses n'étaient pas tellement calées, au bout d'un moment, ce genre de petits effets va faire naître, c'est pour ça qu'on parle de résonance orbitale, va faire naître des résonances qui vont petit à petit placer le système dans un état plus stable. En fait, on tend vers un état, à un instant donné, longtemps après que la dynamique s'est mise en œuvre, on s'attend à être dans un état qui est relativement stable.
Parce qu'un état pas stable, bah, justement, ça ne dure pas longtemps, et donc il y a peu de chances qu'aujourd'hui on l'observe. Bon, tout ça est un peu subtil, mais je voulais signaler aussi une autre résonance gravitationnelle qu'on appelle la résonance spin-orbite. Alors, j'aime pas trop ce terme parce que ça fait semblant de faire de la physique quantique, ça n'a rien à voir. Enfin bon, c'est un peu... c'est presque de l'humour de physicien, mais... Ah, merde. Pardon. C'est la résonance que vous connaissez très bien, qui fait que la Lune ne nous montre toujours que la même face. Vous savez ça, n'est-ce pas? La Terre est là, la Lune est là, tourne autour de la Terre, et la Lune tourne sur elle-même. D'accord? Si la Lune ne tournait pas sur elle-même, ça représente comme ça. Si elle ne tournait pas sur elle-même, d'accord, bah, d'accord. Ici, on verrait ce côté-là, et puis ici, on verrait l'autre côté. Donc, si on voit toujours la même face, c'est parce que tout en tournant autour de nous, elle tourne aussi sur elle-même, pour nous présenter toujours la même face. D'accord ? Mais ce que ça veut dire, qu'elle nous présente toujours la même face, c'est que sa période de rotation sur elle-même est égale à sa période orbitale autour de la Terre. D'accord ? La période orbitale est égale à la période propre, on va dire, de rotation propre sur elle-même. Enfin, sidérale. Enfin, pas par rapport à nous. Mais... D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose, ça ne peut pas être un hasard, c'est pareil. Pourquoi ? D'accord ? Pourquoi la Lune tourne sur elle-même exactement avec la même période, et là, vraiment exactement. On ne voit vraiment que toujours que la même phase de la Lune. En tout cas, depuis longtemps et pendant encore longtemps. Après, c'est pareil. Un jour, il va passer un gros corps qui va perturber le système Terre-Lune, qui va peut-être induire des modifications de trajectoire, etc. Bon, ok. Mais il faudrait que ce soit un gros corps pour avoir un effet colossal. Et surtout, cet accord de fréquence ou de période est lié à un phénomène physique, alors qu'on comprend en l'occurrence, et qui se remettra en œuvre. Donc ce qui se passe là, donc vous voyez bien que ça appelle une explication. Alors l'explication, je vous le dis en deux mots, mais tiens, ça pourrait être un des sujets, par exemple, d'un petit dossier ou d'un petit exposé que vous pourriez faire. Donc voilà un exemple de sujet. Expliquer ça de façon un tout petit peu quantitative, mais aussi qualitative. Enfin, un peu qualitative, mais aussi potentiellement quantitatif. Expliquer 2-3 choses sur le système Terre-Lune que je n'ai pas le temps d'expliquer en détail, parce que sinon on ne ferait que ça. On peut passer 20 heures sur le système Terre-Lune, bien sûr. Donc, juste par exemple, je vous donne l'idée. Vous savez que la Lune exerce des marées sur la Terre fait des marées sur la Lune. Simplement parce que la force de gravitation n'est pas la même en tout point de la Lune. Les points qui sont un petit peu plus près, plus proches, elles sont plus attirées que les points qui sont un peu plus lointains, bien sûr. De la même façon, alors si on se met dans le référentiel tournant, oublions le Soleil pour l'instant. Regardons juste ça, c'est de la même façon. La Lune attire un petit peu plus là que là. D'accord ? Et donc, c'est pour ça qu'il y a des marées. La Terre tourne sur elle-même, mais c'est toujours la partie qui est du côté de la Lune qui est attirée. Donc, comme il y a du liquide à la surface de la planète, ça s'appelle les océans, ça suit le mouvement, quoi. Si c'est plus attiré par là, ça y va. Et comme la Terre tourne, évidemment, ce n'est pas toujours l'eau au même endroit de la Terre qui est attirée. Donc vous avez ces marées, ces ondes qui se propagent sur la planète, mais vous avez aussi des marées terrestres. Vous savez que bien sûr, le sol aussi
Alors, c'est moins mobile que la mer, mais le sol aussi est attiré vers la Lune. Il y a des marées terrestres. La Terre gonfle comme ça toutes les 12 heures. D'accord ? Suivant ça. Bon, alors, tout ça pour dire que vous avez une petite élongation comme ça qui se produit. Supposez maintenant que la Lune aille plus vite sur son orbite que sa période de révolution. Je ne vais pas le faire en détail, mais justement, c'est une des choses voilà, que c'est accessible, c'est une des choses que vous pouvez approfondir si ça vous intéresse. Supposons qu'elles soient un petit peu en avance. Vous allez vous retrouver dans une situation où, par exemple, puisque les ondes de marée se propagent à une certaine vitesse, si la Lune, ou si vous voulez, si la Lune tourne plus vite sur elle-même que sa période orbite, enfin que autour de la Terre. Quand je dis plus vite, je parle de la fréquence, en fait, donc la vitesse angulaire. Vous allez vous retrouver avec une élongation ici qui va induire un couple sur la Lune. C'est-à-dire que cette partie-là, qui est un peu boursouflée, va être plus attirée. D'une part parce qu'elle est plus proche, mais parce qu'elle est plus massive aussi, il y a plus de masse. Et cette partie va être moins attirée, mais elle est aussi plus massive parce qu'il y a plus de masse qui est venue là. Et vous allez avoir un couple comme ça, qui va faire tourner, qui va ramener la Lune comme ça. Donc si elle allait trop vite par là, par rapport à sa période orbitale, vous voyez que ce couple-là tend à la ralentir. Oh, à peine, bien sûr. Hein, la boursouflure, si on peut dire, est très, 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 très faible. Hein, d'accord ? Même les marées terrestres, la mer vient vers la Lune, mais enfin, pas beaucoup. D'accord ? C'est quelques mètres par rapport au rayon de la Terre. C'est rien du tout. Et puis, le différentiel de force est infime. Et du coup, le couple qui tend à modifier est infime, d'accord ? Mais au bout de millions, centaines de millions, milliards d'années, vous comprenez bien qu'en fait, il va y avoir petit à petit, ça va se caler en fait sur une situation stable, et il se trouve que donc tourner sur soi-même à la même vitesse qu'autour de la planète autour de laquelle on gravite, ça c'est stable parce que ce problème-là ne se produit plus du coup. Donc en fait, oui. Le fait qu'elle se mette dans une position stable, justement, ça ne va pas entraîner une déformation de la Lune dans l'autre sens ? Alors la Lune est sphérique, et pas sphérique, pardon, oui, est déformée, absolument. Et ça fait un peu comme un bidibule, quoi. Vous voyez, je ne sais pas si ça existe encore, les bidibules, non, oui, parce que on jouait à ça quand j'étais gamin, c'était il y a longtemps. C'est des espèces de petites sphères, mais où c'est plus lourd d'un côté. Et donc, en fait, ça revient... Enfin bref, ça bascule, il y a une position stable, ça a l'air d'être symétrique, mais ça ne l'est pas, donc ça tourne bizarrement. Bon bref, peu importe, si vous ne connaissez pas, ça ne vous évoque rien, ce n'est pas très intéressant. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, vous avez une forme, alors je ne sais plus exactement comment, je crois que si on exagère, ça doit être un peu comme ça. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est comme si vous faites un instantané, la Lune, elle se met dans la... Enfin, vous voyez, c'est comme si vous la pendiez à un fil et qu'elle est un peu oblongue là, bah oui, ça va vers la Terre. Enfin, vous voyez, c'est mal dit, etc. Hein, mais vous voyez l'idée. Effectivement, ça se met dans une situation où c'est stable. Mais oui. Là, la déformation, elle est due à l'effet de marée. Mais du coup, si ça bouge forcément, l'effet de marée. Bah, sauf que l'effet de marée... oui, mais alors justement... Si ça bouge à la même vitesse, j'exagère et c'est peut-être exactement l'inverse, etc. Mais non, je pense que c'est ça quand même, grosso modo. Vous allez avoir ça, quoi. Et donc, en fait, vous voyez qu'il n'y a plus de couple. À chaque fois, la force que la Terre exerce là-dessus ne fait plus basculer. Parce que, vous voyez, c'est symétrique, quoi. Donc, ça tire comme ça. Si ici... c'était comme ça, c'est comme si vous tendiez un fil là, d'accord ? Là, vous voyez bien que le truc, il viendrait basculer comme ça. Comment ça peut être comme ça, puisque la force, elle est faite par la Terre.
Oui, mais justement, elle tire. Bah, en fait, prenez l'exemple de... On est sur Terre, là. Donc il y a G comme ça. Et vous suspendez à un fil. Vous suspendez un corps qui est comme ça. Avec la Terre, avec la force qui tire comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Ce truc-là va venir là. D'accord? Et s'il était orienté comme ça l'amènerait par là. D'accord? Sa position d'équilibre, et justement, la Terre tire par là. La Terre tire vers la Terre. Et donc, si le truc était décalé comme ça, il aurait envie de venir là. Mais là, c'est la forme du pendule qui est comme ça, on ne peut pas la bouger, alors que là, c'est un liquide qui fait ça. Donc, Alors, la Lune n'est pas liquide en l'occurrence, mais bon, ouais, enfin, si ça se déforme, c'est parce que c'est déformable. D'accord. Oui, non, mais là, ce que je veux dire, c'est que là, il y a un peu plus de masse que là. C'est ça qui fait que ça revient. C'est pour ça que je parlais du bidibule. Ça pourrait être complètement sphérique, avec une densité plus grande là, et ça se mettrait dans l'axe. La position stable, c'est quand l'excès de masse se trouve là, quoi. Vous voyez? Donc, si c'était un peu en retard, ça tendrait à l'accélérer, et si c'était en avance, ça tendrait à le ralentir. Et donc, vous voyez bien qu'au fur et à mesure, au bout d'un moment, en fait, ça s'accorde. Donc, il y a un effet de cette gravitation différentielle, le fait qu'en chaque point, ce ne sera pas la même chose, c'est ce qu'on appelle l'effet de marée, hein, sur la période de rotation propre du satellite. Mais alors, il y a un truc intéressant, c'est que, alors, de la même façon, la présence de la Lune va accélérer ou freiner la rotation de la Terre sur elle-même, parce que de la même façon, la Terre, en fait, n'est pas accordée à la période de rotation de son satellite. La Terre tourne en un jour, et la Lune en 29, c'est pas accordé, on va dire c'est pas encore accordé. En réalité, vous savez peut-être que dans le passé, la Terre tournait beaucoup plus vite sur elle-même. D'accord? Vraiment beaucoup plus vite. Genre 2 fois plus vite. Alors, j'ai plus trop les chiffres en tête, mais je crois que c'était, je dirais, il y a 200, ne serait-ce que 200-300 millions d'années. Donc, c'est pas si longtemps que ça. Hein. La Terre a 4,5 milliards d'années. Hein. La durée du jour, c'était 22 heures, je crois. Et puis, il y a 600 millions d'années, c'était 20 heures. Et alors, j'ai peur de vous dire des bêtises, les ordres de grandeur, on a vite fait de se tromper, mais c'est de cet ordre-là. Je me souviens avoir lu à une certaine époque, qu'à une certaine époque de la Terre, la période de rotation sur elle-même, c'était 10 heures. Donc ça ralentit. Alors c'est intéressant parce que donc, cet effet, vous voyez que c'est déjà un peu subtil. En même temps, il n'y a que de la gravitation. Hein. Enfin, de la gravitation plus la déformation des matériaux. Si on veut calculer vraiment précisément de combien ça va ralentir, c'est compliqué. Mais on peut le mesurer, on peut le constater et on comprend d'où vient le phénomène. Après, si on est plus intéressé, on peut aller faire des modèles de fluidité, etc. Enfin, why not, hein. Ça va dépendre de la température au début. Au début de la formation de la Terre, évidemment, elle était beaucoup plus chaude, donc c'était plus déformable. Bref, on peut s'amuser à faire plein de choses. Vous voyez que si on commence à mettre le doigt dans ce genre de truc, on va très très loin, parce que c'est de la physique, en fait. Mais comme par ailleurs, le moment cinétique se conserve, par exemple, si vous ralentissez la Lune pour qu'elle s'accorde avec sa rotation propre, ou plutôt, et en même temps, vous accélérez la rotation de la Lune. Enfin, non, c'est l'inverse. En fait, vous accélérez sa rotation orbitale pour qu'elle s'accorde à la rotation sur elle-même, et vous ralentissez la rotation sur elle-même pour qu'elle s'accorde à la rotation orbitale. Vous avez un effet complexe. La question, c'est que devient le moment cinétique global du système? Il doit être constant, parce qu'un système isolé, il est isolé, enfin, il y a aussi le Soleil qui joue dessus, mais en tant que système gravitant sur lui-même, c'est un système isolé, le moment cinétique se conserve. Donc, si vous perdez du moment cinétique, par exemple, de rotation de la Lune sur elle-même, il faut le gagner quelque part. Pareil, si la Terre perd du moment cinétique de rotation sur elle-même, hein, beaucoup, ce moment cinétique doit se retrouver ailleurs. Où se retrouve-t-il? Eh bien, en fait, le fait que la Terre ralentisse implique ou est lié au fait, enfin tout ça se fait ensemble, c'est la même force qui crée
la même dynamique qui crée l'ensemble des phénomènes, fait que la Lune accélère sa rotation pour regagner le moment cinétique. Mais si elle accélère, du coup, en fait, tout en restant sur une orbite, donc si elle va plus vite, elle va orbiter plus loin. D'accord ? Et donc, en fait, à mesure que la Terre ralentit sur elle-même, la Lune s'éloigne. Et on le constate. Je ne sais pas si j'ai... Alors maintenant, d'abord, enfin, on le constate, on voit sur des... Oui, pardon, allez-y, sinon je... Plus la Lune s'éloigne, plus la Terre va ralentir vite, et plus moins vite elle va s'éloigner. Alors, effectivement, plus la Lune s'éloigne, moins les marées sont importantes. C'est ça que vous vouliez dire ? Non, en fait, c'est comme la Lune elle va s'éloigner, la force d'interaction entre la Terre et la Lune elle est plus faible ouais. que la relation. Et donc la Terre, comme elle est moins sujette à cette force, elle va ralentir moins vite sa rotation sur elle-même. Absolument. Du coup, comme elle ralentit moins vite, la Lune s'éloigne moins vite. Absolument. Du coup, la Lune elle va forcément tendre à se stabiliser à une orbite. Ah ben non, parce que ça va que dans un sens en fait. Ça va ralentir, mais elle va pas. Si vous appelez stabiliser, c'est-à-dire, disons, si sa vitesse d'éloignement, voilà, si elle fait ça, ce que je veux dire, c'est qu'elle ne va jamais remonter ou être nulle, ni être nulle. Donc elle ne stabilise pas. Mais oui, après, sur des échelles géologiques, oui, il y a un moment, ça s'éloignera tellement peu. Alors, aujourd'hui, on peut mesurer la vitesse d'éloignement de la Lune, parce que vous savez on peut faire des échos radar au même laser depuis la Terre, et pour mesurer exactement avec le temps d'aller-retour, vous mesurez exactement combien de temps ça a pris, donc vous connaissez la vitesse de la lumière, vous connaissez la distance de la Lune, et vous voyez qu'effectivement, tous les ans, alors j'ai peur de dire encore des erreurs, mais je crois que c'est 3 cm ou quelque chose comme ça. C'est pas beaucoup, hein, elle est à 400 000 km la Lune. Mais... Alors, je rebondissais sur ce que vous disiez, parce qu'effectivement, dans le passé, la Lune était plus proche. Et étant plus proche, les forces de marée étaient beaucoup plus grandes. Et ça, c'est intéressant, quand on fait des modèles de la Terre primitive, y compris de la vie primitive dans les océans, les forces de marée étaient bien supérieures, parce que la force de marée, c'est lié au différentiel de force gravitation entre deux points. Le fait qu'ici, ça tire plus que là, c'est ça qui est plus qu'au milieu, fait que vous avez cette forme oblongue qui apparaît. Donc, l'amplitude des marées est liée au différentiel de la force de gravitation entre deux points opposés, on va dire. La force est en 1 sur R2, donc le différentiel, qui est la dérivée, évidemment, de la force, c'est f x plus dx moins f de x, d'accord ? Donc c'est la dérivée, donc elle est en 1 sur R3. Donc vous voyez que si la Lune est 2 fois plus proche, la force de marée est 8 fois plus grande. Donc, il y avait dans le passé de la Terre des marées monstrueuses. D'accord ? Vous imaginez la marée dans le Mont-Saint-Michel x8, ça vient jusqu'à Paris. Bon, il n'y avait pas ni le Mont-Saint-Michel, ni la plaine, ni le bassin parisien à l'époque où la Lune était vraiment beaucoup plus proche, mais enfin bon, vous voyez l'idée. Donc, bon, bref, tout ça, oui. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'à un moment, la Lune va sortir de l'attraction si elles sont juste L2, non, parce que l'énergie dans le système reste la même, mais la présence des autres corps peut venir perturber le système et pourquoi pas un jour éjecter la Lune, oui, pourquoi pas, tout ça est possible. En fait, les influences gravitationnelles des planètes les unes sur les autres sont des tout petits effets, mais qui, à la longue, mettent du chaos dans le système et peuvent effectivement avoir des conséquences graves.
Ouais. Et est-ce que c'est pareil avec le Soleil? Est-ce qu'on pourrait se faire éjecter du Soleil? C'est ça votre question? Enfin, est-ce que du coup les planètes s'éloignent du Soleil Ah, est-ce qu'elles s'éloignent du Soleil? Oui, alors c'est là qu'on tombe justement sur des résonances, et justement, alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ces résonances orbitales, fait que, comme je vous disais tout à l'heure, si une planète tend à s'éloigner, en fait, s'il y en a une autre qui la ramène de façon résonante, ça peut compenser. Donc c'est comme ça qu'il peut s'établir effectivement des situations plus ou moins stables. Et donc les rapports, la Lune, Vénus fait 13 fois le tour pendant que la Terre fait 8 fois le tour, presque exactement, c'est pas par hasard, c'est lié à ce genre de choses. Mais pour le montrer de façon précise et pourquoi ça fait tel rapport, c'est compliqué. Parce que, ça, comme je disais, ça peut aussi déstabiliser. En tout cas, l'exemple du modèle Terre-Lune, qui est plus facile à gérer, parce que c'est 2 corps, puis on comprend bien, enfin on peut écrire les choses là proprement, permet de comprendre le type d'effet qui apparaît et qui font que les rayons, les rayons des orbites ne sont pas n'importe quoi. Ils peuvent être n'importe quoi à chaque instant. On peut fabriquer le système solaire qu'on veut, mais il va évoluer parce que ce n'est pas juste 2 corps, c'est plein de corps qui s'influencent les uns les autres, et ça évolue, et il y a des situations plus favorables ou plus stables que d'autres. Bon, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais vous voyez, donc ça peut être un des sujets, d'essayer de expliquer un peu ça, voilà, même pas forcément quantitativement, mais montrer précisément comment ça marche, pourquoi la Lune s'éloigne, si la Terre ralentit, etc. Voilà. Avec un peu de physique, ça peut être intéressant. Hein. Je peux d'ailleurs vous fournir des documents déjà un petit peu vulgarisés qui expliquent ce genre de choses. Enfin, bref, oui, ce genre d'examen, enfin, ça pourrait être ce genre de choses qu'on ferait, si vous voulez, pour évaluer cette UE. Bon, allez, alors je ne voulais pas en dire trop, j'en ai dit trop comme toujours, mais... Oui, alors il y a un autre fait intéressant, c'est que toutes les planètes sont dans le même plan. Alors ça, c'est troublant aussi. Ce qu'on appelle le plan de l'écliptique. Le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, ça sont toutes dans le même plan. Alors ça, c'est pareil, avant qu'on mette de la physique dans le ciel, si on peut dire. Bon, bah, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. On ne peut que constater, observer, décrire. Voilà, c'est comme ça. Maintenant qu'on sait que les planètes tournent autour du Soleil en vertu des lois de la gravitation, des lois de la dynamique et de la force de gravitation universelle, on comprend, effectivement, c'est très bien, on comprend pourquoi les trajectoires sont elliptiques, mais on constate aussi sur le papier que toutes les trajectoires se valent. Il pourrait parfaitement tourner autour du Soleil des planètes qui feraient aussi une ellipse, dont le Soleil serait le foyer, mais qui ne serait pas du tout dans ce plan-là. Il suffit de la lancer dans une autre direction, la planète, initialement, et elle va tourner dans un autre plan, toujours le même. Donc, vous voyez que le fait qu'on puisse expliquer certaines choses induit des questions qui n'avaient pas de sens avant. Encore une fois, pourquoi les planètes tournent comme ça avant qu'on mette de la physique dans le ciel? Ça ne veut même rien dire. Pourquoi? C'est comme ça. Voilà, le monde est comme ça. C'est le monde. Maintenant qu'on a un début, qu'on comprend que la physique modèle le monde et que le monde obéit à certaines lois, alors on peut se poser des questions. Pourquoi? Ça commence à avoir un sens. Alors du coup, pourquoi les planètes tournent toutes dans le même plan? C'est dingue quand même. Ça pourrait être n'importe quoi. Et donc, là, alors je vais pas faire le détail tout de suite, parce qu'on va rencontrer ce phénomène dans plein de contextes différents d'astrophysique. En fait, ceci est lié à l'histoire, à nouveau, du système solaire. Et cette notion d'histoire est quelque chose, encore une fois, de révolutionnaire en soi, si on se rappelle qu'initialement, on estimait que le cosmos était immuable. C'est le règne de l'ordre. Hein. Vous savez tous que le mot cosmétique a la même racine que cosmos. Hein. Ça exprime l'ordre, la beauté, le truc immuable. Hein.
Donc quand on parle du cosmos, on parle d'un truc qui normalement, voilà, c'est l'harmonie des sphères, et c'est fini. Oui, donc, on ouvre la possibilité d'expliquer une évolution du système solaire, et en fait, l'explication, le pourquoi toutes les planètes sont dans le même plan, tient à cette histoire du système solaire, à la manière dont il est né. En fait, alors je dis juste 2 mots, et on y reviendra, parce que l'autre question aussi, c'est pourquoi ça tourne. C'est-à-dire que si donc vous avez une planète, Vénus, elle tourne autour du Soleil, très bien, mais en fait, pourquoi elle ne tombe pas autour du Soleil? Si vous lâchez Vénus sans vitesse initiale, la force de gravitation, pouf, elle tombe. Si elle ne tombe pas, c'est parce qu'elle tourne. En réalité, elle tombe. C'est ça qu'a compris Newton. Elle est en train de tomber. À un certain instant, elle a une vitesse par là. Si elle ne tombait pas, eh bien, elle ferait ça. Ce serait ça, sa trajectoire. Mais justement parce qu'elle tombe, elle est attirée par le Soleil, elle revient par là, elle revient par là. Et donc, elle est en train de tomber, elle tombe en tournant. Mais si elle avait démarré avec une vitesse nulle dans le référentiel du système solaire, enfin du galactique, on va dire, je sais pas. Enfin, non, par rapport au Soleil, enfin, oui, bon, c'est toujours compliqué, une vitesse nulle, ça ne veut rien dire, ça dépend par à quoi, mais avec une vitesse orbitale nulle, voilà, on va dire ça comme ça. Eh bien, elle tomberait droit sur le Soleil, ça ferait longtemps que ce serait réglé, cette affaire. Il n'y aurait pas une planète dans le système solaire. Donc pourquoi tout n'a pas déjà tombé dans le Soleil? En fait, parce que on comprend maintenant comment s'est formé le système solaire, comment se forment toutes les structures dans l'univers, en fait. Toutes les structures se forment sous l'effet justement de la gravitation, c'est vraiment cette gravitation universelle. Vous imaginez un gaz, un gaz interstellaire, donc la galaxie n'est pas vide, il y a du gaz, et puis il y a des endroits un peu plus denses que d'autres. Tiens, on va dire que ça c'est la galaxie. Il y a des endroits un peu plus denses que d'autres. D'accord ? C'est pas parfaitement homogène. Un endroit un petit peu plus dense, du coup, tout s'attire, c'est la force de gravitation. Toute masse attire toute masse. Un endroit un petit peu plus dense va attirer un petit peu plus ce qui est à côté. Alors si là c'est plus dense et que là c'est moins dense, le corps qui est là, il va aller un peu plus par là. Et puis le corps qui est là aussi, si là c'est moins dense, je fais un espèce de anti-clump, là, anti-dense. Voilà. Et donc, un endroit qui est un peu plus dense va attirer encore plus de matière et va être encore un peu plus dense. Étant plus dense, il va se concentrer un peu plus, puisque la matière attire la matière. Et étant encore plus concentré, il va attirer encore un peu plus. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'instabilité gravitationnelle. Si vous partez d'un univers parfaitement homogène, il reste homogène. Mais ça ne peut jamais être parfaitement homogène. Donc, une petite inhomogénéité va s'amplifier sous l'effet de la gravitation. Un petit excès de densité va conduire à un plus grand excès de densité. Inversement, un petit déficit de densité va s'aggraver, puisque le corps, du coup, dans le déficit, il va être plus attiré par au bord, il va plus être attiré par là que par là, et donc ça va perdre encore de la matière. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez formation de structures de plus en plus denses par instabilité gravitationnelle, par effondrement gravitationnel, mais dans une dynamique qui n'est pas si simple que ça, parce qu'en plus, vous avez des petits mouvements là-dedans. Alors, imaginez que vous avez... Donc, le système solaire s'est formé à partir de l'effondrement gravitationnel d'un bout de nuage qui était un peu plus dense et qui, petit à petit, s'effondre et devient de plus en plus concentré, laissant du vide autour. Enfin, du vide, beaucoup plus vide autour. Mais cet ensemble qui s'effondre, il suffisait qu'il ait un tout petit moment cinétique, une toute petite vitesse de rotation. Les choses ne sont pas parfaitement... Il y a des mouvements dans la galaxie. Bon, on y reviendra après. Et donc, que se passe-t-il quand vous avez un corps qui tourne à peine, mais qui s'effondre sur lui-même? Le moment cinétique se conserve. Et vous avez tous fait l'exercice de la patineuse là, qui rapproche ses bras et qui se met à tourner plus vite.
C'est aussi simple que ça. D'accord ? Pour garder le même moment cinétique, si vous avez une certaine masse qui est loin, si elle se rapproche, pour avoir le même moment cinétique, il faut tourner plus vite, hein, puisque, vous vous rappelez, moment cinétique, vous l'avez noté sigma ou J? Si j'écris ça, I oméga, ça vous parle? D'accord? Donc ça, c'est la vitesse angulaire, enfin, c'est le vecteur rotation. Hein. Donc numériquement, c'est la vitesse angulaire. Et I, c'est le moment d'inertie. Et le moment d'inertie, c'est quoi? C'est somme, pour tous les constituants du corps, c'est somme de MI, R2. Ça vous parle, ça? La distance à l'axe, hein, si on prend le moment d'inertie par rapport à l'axe, et ça, c'est la distance du corps I, enfin bon, bref, c'est la somme des MR2. Donc, si vous avez des particules qui sont loin, ça coûte beaucoup, enfin, ça fait un grand moment d'inertie si elles sont loin. Si elles se rapprochent, le moment d'inertie diminue. Si le moment d'inertie diminue pour conserver J, il faut qu'oméga augmente. C'est aussi simple que ça. D'accord. Donc, quand vous avez une structure qui s'effondre, elle conserve son moment cinétique, ça c'est une loi de la nature, d'accord? C'est parce que l'univers est isotrope, donc le moment cinétique se conserve. Et donc, pour conserver le moment cinétique, il faut se mettre à tourner très très vite. Mais alors, si vous avez un nuage qui s'effondre comme ça, hein, petit à petit, sous l'effet de cette instabilité gravitationnelle, mais qui a un certain moment cinétique dans une certaine direction qui était, c'est lié à sa condition initiale, voilà, mettons que c'était par là, je l'ai représenté comme ça verticalement, en s'effondrant, il va se mettre à tourner de plus en plus vite. Mais du coup, vous avez une force centrifuge qui se manifeste. Plus vous êtes loin de l'axe, plus vous êtes éjecté. Mais vous avez quand même la force de gravitation qui maintient tout. Donc, ici là, vous êtes éjecté un peu moins vite. Alors ça, c'est une grande force centrifuge. Et là, c'est juste une petite force centrifuge, comme ça. Puis ici, aucune. Bon, d'accord. Du coup, et en même temps, tout attire tout. Donc, tout est attiré vers le centre, si vous voulez. Regardez ce qui se passe quand on fait ça. La partie en bas est attirée vers le haut, tout en étant un petit peu freinée dans son effondrement, mais attirée vers le haut, il n'y a rien qui compense là. La partie du haut est attirée vers le bas, bien sûr, mais là, c'est attiré vers le centre, mais en même temps, vous avez cette force centrifuge, qui est d'autant plus grande que la vitesse angulaire est grande, et donc plus ça s'effondre, plus la force centrifuge est grande. Au bout d'un moment, quel est le résultat de cet effondrement? C'est un disque. Un disque qui tourne à une certaine vitesse qui correspond à la vitesse angulaire initiale. Voilà. Et donc, une structure gravitationnelle qui n'est pas solide. Évidemment, la Terre ne finit pas comme une crêpe, mais parce que la matière repousse la matière. Au bout d'un moment, c'est solide et ça ne peut plus s'enfoncer plus, d'accord? Mais sinon, toute structure, tout gaz, toute structure fluide, on va dire, ça vaut aussi pour un plasma gravitationnel comme ça, qui ne subit pas des forces de pression qui empêchent cet aplatissement comme une crêpe, mais la poussière interstellaire, il n'y a quasiment pas de pression, parce que ça reste vide. Quand je vous parle d'un nuage, il faut imaginer la densité moyenne de la galaxie, c'est une particule par centimètre cube. Un proton par centimètre cube. Donc la probabilité que deux protons se rencontrent, c'est 0. Donc il n'y a pas de pression réellement. C'est purement gravitationnel à ce stade. Après, quand vous formez une étoile, oui, ça devient ultra dense, et donc là, il y a de la pression qui entre en jeu, et c'est différent. Mais, donc vous voyez qu'un gaz qui s'effondre tend à former un disque. Et donc, le protosystème solaire, c'est un disque. Et au sein de ce disque, vous avez à nouveau des petits effondrements gravitationnels. Il y a des endroits un petit peu plus denses que d'autres, et le processus se poursuit. Vous formez ce qu'on appelle des planétésimaux petit à petit. Enfin, d'abord, vous formez des petits grains qui, du coup, attirent d'autres, puis quand il y a une particule qui vient dessus, du coup, elle y reste. Alors après, il commence à venir des processus physico-chimiques qui font que la matière finit par
former un peu de poussière. C'est-à-dire que ce n'est pas juste la gravitation qui la tient. Donc ça devient rapidement compliqué. Je ne vais pas vous faire toute la théorie de la formation des planètes, c'est un problème complexe. Vous comprenez bien si on met toutes les choses dedans. Mais petit à petit, on va former des petits grumeaux qui vont s'agglomérer, et puis petit à petit, ça va faire des planètes. Mais tout ça tourne avec... vous avez ce moment cinétique qui se répartit. Alors c'est compliqué, il y a des échanges entre les uns et les autres. Et donc petit à petit, vous allez coalescer ce qu'on appelle des planétésimaux, des petits débuts de planètes, qui du coup sont bien denses, et toutes les petites particules qui passent autour, viennent par là, tac, elles se collent dessus et elles vont grossir. Et puis vous allez former dans ce disque-là un certain nombre de gros corps qui ont tout pris. Alors vous avez Jupiter qui a attiré tout ce qu'il y avait autour, vous avez la Terre qui a attiré un peu tout ce qu'il y avait. Alors autour, c'est-à-dire dans un rayon par rapport au Soleil. Donc, vous aviez, si vous voulez, ce disque complètement plein, puis vous avez Jupiter là, qui a ratissé tout ce qui était là, qui est venu se faire une grosse planète. Puis la Terre qui a ratissé tout ce qui était à peu près par là, et qui forme une planète. Bref, voilà comment ça se passe. Voilà pourquoi toutes les planètes sont dans un plan, parce qu'elles se sont formées dans le plan. Les conditions initiales imposent ça pour des raisons très simples. Si on ne va pas trop dans le détail, on comprend bien pourquoi ça doit être un truc comme ça. Après, dans le détail, c'est compliqué, parce que j'y reviendrai plus tard, mais c'est aussi comme ça que se forme une étoile. Pourquoi une planète, ça ne fait pas une étoile? Pourquoi il n'y a pas des étoiles partout? Qu'est-ce qui détermine le passage du gaz aux étoiles? On y viendra, j'en parlerai, mais vous comprenez bien que le même argument qui dit que l'effondrement gravitationnel tend à fabriquer un disque, simplement parce que voilà, vous avez cet effondrement, mais en même temps la force centrifuge, parce que vous conservez le moment cinétique, vous voyez bien qu'au bout d'un moment, cette force centrifuge va empêcher l'effondrement. Donc si vous voulez vraiment vous effondrer encore plus, il y a un moment, il va falloir évacuer le moment cinétique. Parce que la force centrifuge va simplement devenir plus grande que la force d'attraction gravitationnelle pour continuer. Donc pour faire une étoile, il faut d'une façon ou d'une autre arriver à évacuer le moment cinétique pour que ça puisse s'effondrer encore et vaincre la force centrifuge qui empêche tout simplement l'effondrement. Donc c'est très simple de comprendre le principe général. Vous avez un truc qui n'est pas parfaitement homogène et donc forcément ça fait des grumeaux. Les grumeaux s'amplifient, voilà, c'est une instabilité. En s'effondrant, ça tourne de plus en plus vite, donc ça fait un disque. Voilà. Jusque-là, c'est clair. Et donc vous avez ça autour de chaque étoile qui se forme. Vous avez un disque planétaire, en fait, ou qui deviendra un disque de planète une fois que le processus sera achevé. Donc voilà pourquoi toutes les planètes sont dans le même plan. Et voilà pourquoi elles tournent toutes dans le même sens aussi. Parce que c'est pareil, Vénus tourne par là. Si demain, vous dites à Vénus demi-tour, enfin, si vous lui faites faire demi-tour, je ne sais pas comment, mais il n'y a aucun problème. Elle tournera dans l'autre sens. Je veux dire, les lois de la gravitation n'imposent pas de tourner dans un sens. Ça ne veut rien dire dans un sens. Je me mets en dessous, ça tourne dans l'autre sens. Enfin, vous voyez, ça ne veut rien dire. Pourquoi toutes les planètes tournent-elles dans le même sens? Ben pour ça. Parce que tout ça s'est formé au sein d'un même disque qui s'est effondré, qui s'est mis à tourner parce que ça s'effondrait, tourner de plus en plus vite. Et donc, si vous voyez dans un système planétaire, parce que ça arrive, une planète qui tourne dans l'autre sens, vous savez qu'elle ne s'est pas formée elle a été capturée. C'est un corps qui se passait par là et qui a été capturé par l'étoile, et elle venait par là, elle tourne par là, voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Et ça pourrait être hors du plan aussi. Quand vous voyez un truc hors du plan, vous savez que ça ne s'est pas formé en même temps que les planètes dans le disque, ce qu'on appelle le disque protoplanétaire. Donc vous voyez comment la simple gravitation permet de comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire ça permet de poser des questions, mais qui ont des réponses en fait. Donc les réponses sont dans les conditions initiales. Alors d'où viennent les conditions initiales? De conditions encore antérieures, etc. Mais au moins, on comprend bien ce fait observationnel majeur qui était connu depuis toujours, mais qui n'était même pas interrogeable, que toutes les planètes sont dans un même plan, tournent dans le même sens autour du Soleil. Tout ça est un effet, en fait, très naturel. Alors, quelle heure est-il? Parce que je voulais vous parler des étoiles aujourd'hui, mais j'ai encore deux petites choses à vous dire.
Ouais, dans le système solaire, il n'y a pas que des planètes, comme vous le savez. Il y a d'autres corps. Il y a, alors il y a ce qu'on appelle des planètes naines. Il y a tout un tas, en fait, il y a tout un tas de petits corps, plus ou moins gros, qui sont formés aussi dans des conditions similaires. Il y a ce qu'on appelle les astéroïdes. Alors, alors les astéroïdes, c'est des petits corps rocheux, à moitié de glace, roche, un peu comme... Il y a les comètes. En fait, il y a plein de petits corps partout. Il y a quelques grandes planètes, mais qui rassemblent la majorité de la masse du système solaire. Néanmoins, il y a des milliers de milliards de petits corps qui sont là, autour du Soleil, qui subissent l'attraction du Soleil. Ah, je voulais vous dire, quand j'ai parlé des masses des planètes, donc je vous ai dit le Soleil, bon, de 10 puissance 30 kg, la Terre, 3 micromasses solaires, Jupiter, 1 millième de masse solaire, en gros. 0,8 et quelques, 10-3, enfin, je sais pas, genre 10-3. Donc, la masse de Jupiter, j'aurais dû vous le dire tout à l'heure, 10-3 masses solaires. J'y pense là maintenant parce que, en fait, l'essentiel de la masse du système solaire hors du Soleil se trouve dans Jupiter. Et pareil pour le moment cinétique. C'est-à-dire que vous avez effectivement une énorme masse qui tourne loin du système solaire. Et ça fait un gros moment cinétique. Donc le moment cinétique du système planétaire complet est dominé aussi par Jupiter. Donc en gros, au premier ordre, le système solaire, c'est le Soleil. Au deuxième ordre, c'est le Soleil et Jupiter. Bien. Ok, pourquoi je dis ça? Oui, alors, parce que donc, vous savez que vous avez une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Je pense que vous savez ça. Et ça, c'est probablement une planète ratée, entre guillemets. Ah non, vous avez le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Et puis là, vous avez plein de petits corps. Mais plein. Et puis Jupiter, et Saturne, et Neptune. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Vous avez, donc là, ouais, à cet endroit-là, c'est un rayon où là, il devrait y avoir une planète, mais ça n'a pas marché. Peut-être que Jupiter, justement par influence gravitationnelle, a empêché que ça se forme vraiment. Donc vous avez plein de corps. Alors j'ai noté quelques chiffres. Quelques nombres. Disons, je croyais. Oui. Alors, dans cette ceinture entre Mars et Jupiter, vous avez environ 750 000 astéroïdes connus, répertoriés. Il y en a sans doute bien d'autres. Donc, vous voyez un peu l'idée. C'est pas... Il y a 2-3 trucs. Alors, néanmoins, c'est grand, cette zone-là. Quand vous voyez dans les films de science-fiction, on passe dans la ceinture d'astéroïdes, et là, le vaisseau, il est obligé de contourner les... Non. Oui, voilà. Combien vous dites? 3? Ah, j'aurais dit bien plus, moi. Ah oui, non, je pense beaucoup plus. Ouais, il y a de la marge. Ça, c'est... Vous pouvez traverser, vous ne verrez même pas que vous êtes passé dans la ceinture d'astéroïdes. Non, c'est beaucoup plus que ça.
Oui. Concernant une ceinture comme ça d'astéroïdes, est-ce que pour un temps éloigné, ça va tendre à s'agglomérer en un seul amas d'astéroïdes qui pourrait devenir... Alors là, en l'occurrence, alors je ne suis pas spécialiste du système solaire, mais en l'occurrence, je pense vraiment que la réponse est non. C'est-à-dire que ça aurait pu se faire au début, mais là, maintenant, tout ce qui se passe, c'est que les perturbations gravitationnelles induites, justement résonantes ou pas résonantes, induites par les autres planètes, font que de temps en temps, il y en a une qui se décroche et qui va alors soit qui se fait éjecter, soit qui tombe sur le Soleil. Donc ça va juste, ça va déblayer, mais elles vont pas pouvoir s'agglomérer maintenant. En fait, et c'est là qu'on voit que c'est quand même compliqué. Si on veut faire vraiment toute la théorie de formation des planètes, on ne sait pas trop. On a des bonnes idées, on comprend les idées générales, mais dans le détail, c'est quand même compliqué parce que, comme je disais, tant que c'est du gaz, quand vous êtes plus dense, vous attirez les autres particules, très bien. Mais quand vous commencez à avoir formé des petits, des grumeaux solides, d'abord c'est de la poussière, puis après ça devient solide et puis rocheux en fait. Ça c'est rocheux, mélangé à des glaces diverses, etc. À ce moment-là, si les corps s'attirent, parce qu'ils s'attirent, oui, la gravitation, ils s'attirent, ça c'est sûr. À peine, mais un peu quand même, et donc petit à petit, voilà. Et s'ils s'attirent, il vient un moment où, suivant leur vitesse relative aussi, soit ils se collent, ils font un bout plus gros, soit ils se percutent, et au contraire, ils font plein de plus petits bouts. Donc il y a un peu une taille critique. Une fois que vous êtes bien gros, alors là, n'importe quoi qui vient, ça ne va pas vous détruire, ça va juste s'agglomérer. La Terre, quand il arrive même à un gros bloc de 5 km de diamètre qui arrive sur Terre, ça fait grossir la Terre, ça ne va pas détruire la Terre. Donc, quand vous êtes suffisamment gros, je crois que c'est ça qu'on appelle planétésimaux, c'est quand on a déjà la taille où, après, c'est bon, ça fait qu'au croître. Donc, à partir d'une certaine taille, pas de problème. Au début, pas de problème non plus. Vous formez des petits trucs qui commencent à être liés un peu chimiquement, etc. Mais il y a une période, il y a un passage intermédiaire qui n'est pas très simple à comprendre, enfin à modéliser, d'autant que ça dépend de la densité de combien de fois vous prenez un choc. Vous avez des processus qui vous font grossir et puis des processus qui vous font, au contraire, qui vous dispersent, enfin, qui vous éparpillent. Et donc, il y a un petit peu une balance entre les deux. C'est pas simple. Et c'est pour ça que de temps en temps, ça rate, mais si ça ratait, ça ratait. Enfin, bon. Encore une fois, la science du système solaire est une science à part entière, et encore, au sein de cette science, il y a des gens qui s'intéressent à la formation des planètes, d'autres à mille autres choses. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais ce sont les idées générales. Ok, donc voilà, beaucoup de corps dans cette ceinture. Donc vous avez ensuite, donc, je disais, la ceinture de Kuiper qui s'étend au-delà de Neptune, tout ce qu'on appelle les corps transneptuniens. J'aime bien ce mot. Alors dedans, il y a les planètes naines type Pluton. Il y a des corps qui sont quand même bien conséquents. Et puis vous avez aussi tout un tas de corps de type astéroïdes, comètes. Alors. Ah oui, j'avais noté ici, parmi les astéroïdes de cette ceinture, là, donc ils sont très nombreux, vous en avez certains qui sont géocroiseurs, ce qu'on appelle géocroiseurs, c'est-à-dire que leur orbite, parce qu'évidemment, là, ils n'ont pas toute une orbite parfaitement circulaire, donc de temps en temps, il y en a qui viennent traverser l'orbite de la Terre, qui descendent suffisamment près du Soleil pour croiser à certains endroits l'orbite de la Terre, ici et là. Donc on les appelle les géocroiseurs. Et ça, on en a recensé 20 000. Les connus, mais il y en a plein d'autres qu'on n'a juste pas encore vus et qu'on verra peut-être jamais. Enfin, parce que un petit corps, il faut bien réaliser que si vous prenez un corps même, je sais pas, un truc d'1 kilomètre de diamètre, c'est gros, et vous le placez dans le système solaire, vous ne le verrez jamais. Enfin, pour le voir, vous ne pouvez le voir que parce qu'il va réfléchir la lumière du Soleil. Alors, la plupart de ces corps-là ont un albédo, c'est-à-dire l'albédo, vous savez ce que c'est? C'est l'albédo, ça vous parle ça?
L'albédo, c'est la fraction de lumière qu'on reçoit quand on réémet. Donc un corps blanc a un grand albédo, un corps noir a un petit albédo. Ces corps-là peuvent avoir des albédos, c'est une espèce de neige très sale. En fait, c'est parmi les corps les plus noirs de l'univers. Noir au sens où la lumière qui arrive est à peine réfléchie. On peut avoir des albédos de l'ordre de 0,1%, voire moins. Donc ils sont tout petits, même s'ils sont très gros à notre échelle à nous, ils sont à des dizaines, des centaines de millions de kilomètres du Soleil. Ils reçoivent un tout petit peu de lumière et ils réémettent 3 fois rien et ils sont à des centaines de millions de kilomètres de nous. Évidemment, on ne les voit pas, on ne les verra jamais. Et de temps en temps, il y en a un qui arrive un peu plus près, on repère, etc. Alors il y a des techniques pour essayer de voir des corps par contraste, en prenant une photo avant-après, en comparant des photos, on peut voir, il y a un petit peu plus de lumière, etc. Bon, c'est comme ça qu'on finit par voir des... Voilà. Mais donc, quand on dit il y a 750 000 connus et 20 000 géocroiseurs, il faut imaginer que c'est juste ce qu'on a vu, quoi. Bon. Oui, alors potentiellement, évidemment, ces géocroiseurs sont suivis parce que potentiellement, ils peuvent rencontrer la Terre. Alors, s'ils ne sont pas très gros, ça peut faire un petit boom. S'ils sont très très gros, ça peut faire un plus gros boom. Voilà. Donc... Ok. Donc, je disais, il y a la ceinture de Kuiper, les objets transneptuniens. Voilà. Alors là, il y en a 2500 connus. Ça ne veut pas dire qu'il y en a si peu. Il y en a évidemment bien plus encore que les autres, simplement. Ils sont encore plus loin et encore plus difficiles à repérer. Alors, bref. Il y en a qu'on repère par leur action gravitationnelle sur les autres, bref. Puis on fait des modèles, on arrive à comprendre à peu près. Et alors, il y a au-delà, alors vraiment, la ceinture de Kuiper, c'est entre, on va compter en unités astronomiques, une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. Oui, c'est ça. Unité astronomique. La ceinture de Kuiper, c'est typiquement entre 30 et 50 unités astronomiques. Et puis après, il y a un grand vide, on pense qu'il n'y a plus grand-chose, jusqu'à un immense nuage, mais beaucoup, beaucoup plus vaste, qu'on appelle le nuage de Oort, avec 2 O. Alors c'est hypothétique au sens où on ne le voit pas, on ne voit pas les corps là-bas, il y a de bonnes raisons pour lesquelles on ne les voit pas, mais il y a beaucoup d'arguments convaincants pour dire que ce nuage existe. Alors là, donc tout ça, c'est dans le plan de l'écliptique. C'est vraiment ce qui s'est formé, ce que j'expliquais, là, tout était dans un disque. En revanche, dans le nuage de Oort, ce nuage de Oort, il est grosso modo sphérique autour du Soleil. Et c'est pareil, il y a des milliards de corps de tailles diverses. Et lui, il est sphérique, et en fait, c'est de là que viennent la plupart des comètes, qui se font. Donc, c'est des corps qui sont très très loin du Soleil. Alors, très très loin combien ? Jusqu'à une année-lumière. Mais néanmoins, ils font quand même partie de la sphère d'influence du Soleil. Typiquement, on dit grosso modo, mais c'est de 20 000 à 100 000 unités astronomiques. Mais 100 000 unités astronomiques, ça c'est supérieur à une année-lumière. 1,2, 3, je ne sais pas. Donc c'est vraiment grand, mais vous savez que l'étoile la plus proche est à 4 années-lumière à peu près. Donc ces corps-là sont quand même évidemment beaucoup plus proches du Soleil que de n'importe quoi d'autre. Donc ça reste la sphère d'influence du Soleil, mais de temps en temps, un corps passe, même une étoile, où ils sont tellement, ils ont leur propre influence les uns sur les autres. De temps en temps, il y en a un qui se fait déstabiliser, qui se prend un petit coup, une petite impulsion gravitationnelle, et qui va se décrocher, et tomber sur le Soleil. Alors ça fait une grande trajectoire elliptique comme ça.
et puis qui retournent, et qui retournent pas. Et donc ça fait des comètes. Et ça explique, en fait, la raison pour laquelle on sait que le nuage de Oort est bien sphérique, c'est qu'il y a des comètes, effectivement, qui ne sont pas du tout dans le plan, qui ont des trajectoires, n'importe quel type de trajectoire, y compris dans l'autre sens d'ailleurs. Enfin, de toute façon, il n'y a plus de sens si vous n'êtes plus dans le plan, mais enfin bref, ça peut être n'importe quoi, n'importe quel type de trajectoire. Donc on sait qu'il y a un réservoir de corps en nombre colossal. J'ai pris quelques notes. On pense qu'il y a plus d'1 milliard de corps avec un diamètre plus grand que 20 km. Donc c'est pas grand, mais c'est pas petit, quoi. Ça c'est sûr que quand ça tombe sur Terre, la profondeur des océans, en moyenne, je sais pas, c'est quoi? C'est 3 km. Donc si vous avez un truc qui fait 20 km, d'accord, voilà. Donc c'est pas rien. Et puis, il y en a plus que 1000 milliards avec un diamètre plus grand qu'1 kilomètre. Voilà. Bref, il y a une quantité gigantesque de corps, en fait, dans le système solaire, et qui sont des bouts de glace rocheuse, des comètes. Bon, je ne veux pas aller trop dans le détail. Bon, voilà. Qu'est-ce que j'avais noté? Ah oui. Bon, allez. Juste un dernier mot sur les Troyens. Donc il y a les astéroïdes, il y a les comètes, et il y a ce qu'on appelle les Troyens. C'est intéressant parce que justement ça montre un petit peu tout ce qui se présente à nous dès lors qu'on comprend qu'il y a de la physique dans le ciel. C'est vraiment ça. Donc c'est des genres d'astéroïdes, enfin c'est le même type de corps. On appelle ça les Troyens. Alors, il faut que je vous parle des points de Lagrange. Est-ce que vous avez entendu parler des points de Lagrange? Oui? Pas tout le monde. Ok. Alors, on va revenir à une vision clean du système solaire, pas avec tous ces petits machins. Donc, il y a plein de trucs partout, hein, mais leur influence gravitationnelle est faible. C'est des petits corps, enfin, c'est des gros corps à notre échelle, mais par rapport à Jupiter, au Soleil et aux planètes, c'est faible. Mais, donc, revenons à une vision simple. Vous avez le Soleil et vous avez une planète quelconque, n'importe laquelle. Par exemple la Terre, allez, qui a son orbite, on va la supposer circulaire autour du Soleil. Voilà. Alors, l'idée, c'est de regarder le champ gravitationnel créé par ces deux corps. Le Soleil attire tout à lui. Selon la loi de gravitation universelle, plus on est loin, moins ça attire, et plus on est proche, plus ça attire, en 1 sur R2, etc. Mais la Terre aussi attire vers elle. D'autant plus fort qu'on est près, etc. Vous voyez ici qu'il y a un endroit, là, quelque part, où vous êtes attiré autant par le Soleil que par la Terre. Alors, comme le Soleil est beaucoup plus massif que la Terre, 300 000 fois, le point d'équilibre là, des forces est évidemment beaucoup plus proche de la Terre, mais soit. Mais vous voyez que si vous posez un corps ici, il y reste. D'accord ? Alors c'est instable, parce qu'en fait, s'il va un petit peu par là, oui, alors... Oui, pourquoi c'est instable? Non, c'est pas pour ce que j'allais dire là.
parce que s'il va un peu par là, il est attiré. Donc s'il monte un peu, il redescend. Donc c'est stable dans cette direction-là. Par contre, ce n'est pas stable dans cette direction-là. Parce que s'il va un peu par là, bah, du coup, il est attiré encore plus par lui et encore moins par lui. Donc s'il va un peu par là, il continue à y aller. Hein, donc en fait, ici, effectivement, si vous le posez pile, c'est stable, mais ça a tendance à fuir par là. Néanmoins, ici, vous avez un point d'équilibre stable. Alors, c'est un peu trompeur, il ne faut jamais oublier que tout ça est en train de tourner, donc vous avez en prime une force centrifuge. Mais qui fait partie de l'équilibre. Hein. C'est ça qui fait que vous restez en orbite. Hein. Donc il y a une force centrifuge sur la Terre qui compense exactement la force d'attraction du Soleil. Donc ce que je veux dire, c'est que dans le bilan des forces, il ne faut pas juste prendre la force centrifuge de la Terre, la force de la Terre, gravitationnelle de la Terre, la force gravitationnelle du Soleil, plus la force centrifuge du corps. Si le corps tourne à la même vitesse angulaire que la Terre, il a en plus une force centrifuge. Donc le point d'équilibre est encore plus près. Non, c'est l'inverse. Il est un petit peu moins près que s'il n'y avait pas. Bon, bref. Donc ici, vous avez un point stable. Instable, stable comme ça, instable comme ça, mais vous avez un point d'équilibre. Mais vous en avez un autre ici, en fait. Donc, si c'est un corps qui tourne à la même... Donc là, je considérais que les corps qui tournent à la même vitesse angulaire que la Terre. C'est-à-dire qu'ils font le tour en un an. S'il est un peu plus loin, s'il n'y avait pas la Terre, s'il est plus loin, A3 sur T2 égale constante, s'il est plus loin, sa période est plus longue. En fait, s'il tourne à la même, si le corps était là et est plus loin et tourne à la même vitesse angulaire que la Terre, sa force centrifuge est un peu plus grande que la force centrifuge de la Terre, puisqu'il est un peu plus loin. Même vitesse angulaire, mais il est plus loin. Donc la force centrifuge est plus grande. Plus on est loin, plus la force est grande. Et donc, il ne pourrait pas tourner comme ça, de façon stable, autour du Soleil. Sauf que justement, s'il y a la Terre là, la force centrifuge ici est trop grande pour tourner en un an, mais la Terre vient le ramener un peu. Donc, la force de la Terre plus du Soleil, la force gravitationnelle exercée par la Terre plus la force gravitationnelle exercée par le Soleil, va pouvoir compenser une force centrifuge légèrement plus grande. Donc en fait, vous avez un deuxième point ici. Alors ça, ce point-là, on l'appelle L1. Alors L comme Lagrange, c'est lui qui a étudié ces choses-là. Donc vous avez un point L1 ici, qui est un point d'équilibre instable, mais néanmoins, si vous posez un corps là, il y reste. Là, ce qu'on appelle le point L2, hein, vous voyez que vous avez la force centrifuge qui est plus grande que la Terre, mais le corps est attiré par le Soleil et par la Terre, et donc il y a ici une position optimale où si vous posez le corps là, il y reste. Bien. Vous avez un autre point. Si vous vous mettez là, à l'opposé, c'est le même raisonnement qu'ici, un tout petit peu au-delà de l'orbite terrestre, vous avez une force centrifuge qui est plus grande du coup. Oui, mais il y a le Soleil qui tire et la Terre qui tire. Donc à nouveau ici, vous avez moyen d'être à l'équilibre. Alors c'est instable aussi, mais vous avez moyen d'être à l'équilibre ici, tout en ayant la même période de rotation, la même vitesse angulaire autour du Soleil que la Terre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le point L3. Et puis vous avez deux autres points, L4 et L5. Alors c'est subtil, c'est un point ici, L4, et un point L5. Et là, le truc c'est que s'il n'y avait pas la Terre, et que vous mettez le corps sur l'orbite, à la même orbite que la Terre, évidemment, c'est une orbite possible, c'est l'orbite de la Terre. Si vous mettez un petit peu plus loin, en fait, vous pouvez tourner à la même vitesse angulaire. Pareil, vous auriez une force centrifuge qui vous éjecte, vous êtes un petit peu plus loin, mais vous avez la Terre qui tire comme ça. Et qui vous retient. En fait, il faudrait aller plus vite, mais la Terre vous retient. Et donc, en fait, c'est possible d'avoir une position ici où vous tournez à la même vitesse que la Terre, et celui-là est stable. Bon, il faut écrire les choses en détail pour le voir, mais
on trouve que ça c'est instable, ça c'est instable, je vais expliquer pourquoi, on pourrait faire un petit raisonnement pareil. En fait, ici vous avez une position qui est stable, et ici aussi, alors cette position, quand on fait le calcul, on voit qu'il y a un angle de 60 degrés ici, 60 degrés, vous avez un triangle essentiellement équilatéral là. Bref, vous avez deux positions en plus qui, elles, sont stables. Alors ça, c'est intéressant. Donc, vous voyez, dans un système à deux corps, ça c'est très simple, hein, ça c'est analytique, c'est purement... vous avez la force de gravitation, et vous calculez, vous regardez le champ de gravitation, vous faites la somme de ça, plus, enfin, gravitation par ça, plus force centrifuge dans le référentiel tournant. Et vous voyez que vous avez 3 points d'équilibre instables ici, et 2 points d'équilibre stables là. Donc encore une fois, ça veut dire que vous posez un corps là, puis il y reste. Et alors, c'est intéressant, dans le cas de Jupiter, si vous mettez Jupiter là, eh bien, en fait, on observe plein de petits corps ici, autour de L4 et autour de L5. Ce sont ces corps-là qu'on appelle les Troyens. Tout simplement parce qu'un corps qui est venu là et qui s'est retrouvé par là avec une vitesse pas trop grande à force de friction. En fait, un corps qui arrive, qui finit par se trouver là, bah, il y reste parce que c'est stable. Et vous en avez plein, mais plein. Alors, je crois que j'ai noté, voilà. Dans le cas de Jupiter, en L4 ici, vous avez 5000 Troyens. On dirait que c'est peut-être pas plein, mais enfin bon, c'est quand même beaucoup. Et là, à peu près 3000. Alors ça, c'est tout à fait au hasard. Hein. Peut-être un jour, ce sera l'inverse. Enfin, les corps, ils viennent là. Puis après, c'est pareil. Il y a toujours des petites perturbations. Hein. Il y a Saturne qui passe, ça décroche un peu. Mais comme c'est stable, en fait, ils y restent longtemps jusqu'à ce que, un autre arrive et puis eux s'en vont. Hein, donc ça, c'est vraiment à grande échelle temporelle. Évidemment, le système solaire évolue. Mais c'est intéressant de voir que les corps sont là où le fait d'y être ne pose pas de problème, enfin c'est un truc stable. Donc c'est très intéressant de constater qu'effectivement il y a plein de corps qui se sont fait piéger là-dessus depuis un certain temps, et pendant un certain temps. Puis voilà, donc si on se remet à l'échelle, là, le Jupiter ici, Mars quelque part par là, donc vous avez, enfin si vous voulez, vous avez la ceinture d'astéroïdes avec ici plein de petits corps, mais vous avez aussi là, en L4 et L5, alors enfin à l'échelle ça serait un petit peu plus petit, je crois. Enfin bref, voilà. Donc vous avez plein de corps et ça trace le potentiel gravitationnel en quelque sorte du système solaire. C'est intéressant. Alors on a découvert en 2010 que la Terre a un Troyen. Enfin, on en a vu un. Donc pour la Terre ici, il y a un Troyen ici qui fait 300 mètres de diamètre. Pas très gros, c'est pour ça que ça a été on l'a vu un peu par hasard, je crois. Et il y en a peut-être d'autres, mais pas autant que pour Jupiter en tout cas. Bon, voilà, tout ça pour vous dire que le système solaire, c'est pas juste les planètes, il y a plein de choses, mais que tout ça se comprend à partir de la force de gravitation, parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre qui agit, évidemment, que la force de gravitation. Ce n'est pas la force électromagnétique, les forces nucléaires, n'en parlons pas. Donc en fait, tout ça, c'est juste les conséquences de la force de gravitation. C'est aussi pour ça que c'est relativement simple. Alors c'est compliqué parce qu'il y a plein de corps qui s'influencent tous, et j'ai parlé du fait que c'était chaotique, etc. Mais pour établir des raisonnements d'ensemble, en fait, il ne nous manque rien. Il y a la gravitation et puis c'est tout. Ok, alors, il reste moins d'une demi-heure. Donc je vais... Ok, bon, alors, qu'est-ce qu'il y a au-delà du système solaire? Parce que ça, c'est très bien. Il n'y a pas que le système solaire. Et donc, au-delà du système solaire, il y a les étoiles, quoi. Et alors, quelle est la distance des étoiles? Évidemment, vous savez que Proxima du Centaure est à 4 années-lumière à peu près. Et vous savez qu'il y a plein d'étoiles dans la galaxie et qu'il y a d'autres galaxies, etc. Mais ça a été très
compliqué à comprendre. On a compris qu'il y avait d'autres galaxies que dans les années 1920. C'est assez incroyable en fait. Mais alors la raison pour laquelle c'est compliqué, c'est que en fait, on n'avait aucune idée des distances des étoiles. Donc je vais revenir sur ces histoires de distance parce qu'on a parlé de la parallaxe. Comment on fait pour savoir la distance de Proxima du Centaure ou d'une autre étoile dans la galaxie? Et comment on fait pour connaître la distance des galaxies? Là, on ne peut plus jouer avec, comme on l'a vu dans le système solaire, en regardant l'orbite, le temps que ça prend à passer de l'opposition à la quadrature, on en déduit des trucs. On avait vu donc comment Cassini a pu donner la taille du système solaire en regardant la parallaxe de Mars et en déduisant celle du Soleil, etc. Donc là, on ne peut plus faire ça avec les étoiles, bien sûr. Et du coup, comment on fait? Alors, il y a néanmoins qu'une seule possibilité, a priori, et en tout cas au départ, c'est de faire de la parallaxe. On en avait parlé. L'idée, c'est que vous avez le Soleil, vous avez la Terre qui tourne autour du Soleil, et donc quand vous observez une étoile lointaine, mais pas à l'infini, étoile, quand la Terre est là, vous la voyez dans cette direction-là, donc sur un arrière-plan d'étoile qui sera encore plus lointain, vous la voyez là, et quand la Terre est là, c'est très intelligent de la faire là, je vais prendre une étoile ici, voilà, sur un arrière-plan lointain, vous la voyez là, et quand la Terre est ici, vous la voyez là. Donc elle se déplace. Et je vous avais dit, elle se déplace au cours de l'année, une étoile qui est plus proche que les autres va se déplacer par rapport au principe très simple de parallaxe. Si vous connaissez la différence de ces angles-là, donc si vous connaissez cet angle-là, alpha, donc c'est le même que celui-là, ceci est l'angle sous lequel, depuis l'étoile, si on était sur l'étoile, cet angle est l'angle sous lequel on voit le diamètre de l'orbite terrestre. Si vous connaissez cet angle, et par ailleurs on connaît le diamètre de l'orbite terrestre, 2 fois 150 000 km, 150 millions de kilomètres, 2 unités astronomiques, vous en déduisez la distance. Si vous avez R ici, RT, vous avez ici D, et vous avez bien sûr tangente alpha qui vaut RT sur D. Bon, c'est tellement petit, alpha égale RT sur D. Alpha en radian, bien. Et donc ça, vous vous rappelez, c'était un argument qui embêtait Copernic, et évidemment les gens au début, quand Copernic a proposé son modèle héliocentrique, le problème c'est que, effectivement, on devrait voir les étoiles se balader comme ça, enfin les étoiles les plus proches se balader sur la toile de fond, et on ne voyait absolument pas ça. Et donc Copernic dit, ouais, bah, c'est sans doute parce qu'elles sont très très loin, quoi. Que alpha, si, il y a bien une parallaxe, simplement D est très très grand devant RT, et donc alpha est petit. Alors c'est vrai, mais c'est tellement vrai que du coup c'est très 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 compliqué de mesurer alpha, parce qu'effectivement, même l'étoile la plus proche, donc Proxima du Centaure, 4 années-lumière, alors... Enfin, il suffit, vous mettez le rayon de la Terre, vous mettez ici la distance Proxima du Centaure, et vous trouvez 0,76 secondes d'arc. D'accord ? Vous prenez 1 degré, vous le divisez en 3600, et c'est encore plus petit que ça. Il faut arriver à repérer ça, alors que vous ne pouvez pas faire... C'est pas comme quand Cassini a déduit la parallaxe de Mars. Hein, il y avait, vous vous rappelez, il y a des observations à Cayenne, des observations à Paris, au même moment, enfin, ou ramenées à un moment équivalent. Ça, là, vous pouvez pas... Et c'était super fin. Ça, là, vous ne pouvez pas faire au même moment. Hein, c'est 6 mois après, hein, si vous voulez. Voilà, donc,
il faut quand même, donc il faut être bien calé sur l'arrière-fond, il faut voir comment une étoile a bougé par rapport aux autres au cours de l'année. Et le problème, c'est qu'il y a d'autres effets qui se manifestent. Donc, quand on a essayé de faire ça, de mesurer cette parallaxe, excusez-moi. Alors, bref, quand on a essayé de faire ça, on a bien trouvé que les étoiles se déplaçaient comme ça dans le ciel. Alors, bon. Bon, c'est pas grave. Oui. Mais juste, du coup, en pratique, on fait comment pour choisir une étoile et savoir, par exemple, 6 mois après, qu'on regarde toujours la même et pas une autre? Ah bah enfin, les étoiles, on les reconnaît parce qu'elles sont toujours placées les unes par rapport aux autres dans la même disposition. Donc vous voyez que c'est l'étoile, voilà, c'est l'étoile la plus brillante du signe, elle est par là, et puis à côté, enfin, disons, le pattern des étoiles, il est stable, et justement, une étoile plus proche va se déplacer un tout petit peu par rapport aux autres, mais vous voyez bien que c'est toujours elle. Voilà. Oui. Mais pourquoi c'est alpha et pas alpha sur 2? Ah oui, pardon, merci, alpha sur 2. Oui, excusez-moi. Oui, j'avais en tête le diamètre, mais bien sûr. Oui, merci, effectivement. Tout à fait. Oui, bref, donc quand on a essayé de mesurer la parallaxe des étoiles, en fait, on a vu qu'il y avait un changement de direction, mais qui était beaucoup plus grand que ça, en fait. C'est pour ça qu'on a réussi à le mesurer, mais qui était lié à l'aberration des étoiles. En fait. Alors, c'est ce qu'on appelle l'aberration de la lumière, pardon. Aberration. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué comment, tout de suite après que Cassini a donné les dimensions du système solaire, Romer en a déduit la vitesse de propagation de la lumière en regardant le temps qu'il faut à la lumière, donc en regardant les satellites de Jupiter, en regardant le temps qu'il faut à la lumière pour parcourir justement le diamètre, le diamètre de l'orbite terrestre. Et donc, il voit que la lumière se déplace à une vitesse finie par rapport au système solaire, en fait par rapport à tout, mais ça on l'a su beaucoup plus tard, c'est la relativité. Bon, lui il trouve 200 000 km par seconde, bon c'est plutôt 300 000, ok, soit. Le fait que cette vitesse soit finie fait que, comme la Terre se déplace au système solaire, avec des vitesses diverses, la lumière que l'on perçoit, on ne la perçoit pas dans la direction d'où elle vient. Parce que s'il y a une étoile là-bas qui nous envoie de la lumière comme ça, dans cette direction-là, comme ça, mais si moi je suis en train d'avancer par là, je suis là, moi, je suis en train d'avancer, du coup je la vois un peu plus vers l'avant que n'est l'étoile. C'est exactement comme si vous êtes en vélo sous la pluie, évidemment, vous êtes trempé devant et vous êtes sec derrière. Parce que vous avancez comme ça, la pluie tombe comme ça, et vous avancez comme ça, et donc si vous composez les vitesses, vous venez au devant de la pluie comme ça, et donc la vitesse relative, la vitesse de la pluie par rapport au sol, mettons qu'elle est verticale, par rapport à vous, eh bien elle vient vers vous. Donc c'est aussi simple que ça. Donc quand vous avancez par là, si vous regardez une étoile qui est loin dans cette direction-là, donc qui vous envoie des rayons lumineux comme ça, parallèles. Quand vous avancez vers elle, là, la vitesse relative, ça plus ça, j'ai l'impression qu'elle vient de là. D'accord ? Vous la voyez comme ça. Mais ici, la lumière elle vient toujours comme ça, mais maintenant, cette fois, vous avancez par là. Donc la lumière elle vient toujours comme ça, vous avancez par là, vous avez l'impression qu'elle vient de là.
D'accord ? Alors par contre, si vous regardez une étoile par là, bah, quand vous avancez par là, elle vient quand même par là. Et quand vous reculez, elle vient quand même par là. Donc cette étoile-là, entre l'observation ici et l'observation là, ça va rien changer. Cette étoile-là, oui, il va y avoir 2 fois cet angle-là. Et ça, quelle que soit la distance de l'étoile. Donc vous allez voir des variations de position apparente dans le ciel, c'est-à-dire de direction dans laquelle vous voyez la lumière provenant de l'étoile. Vous allez voir donc des variations de direction. Pour toutes les étoiles qui sont dans cette direction-là, ça va être la même variation de direction, indépendamment de leur distance. Donc oui, vous allez voir des petits mouvements dans le ciel, mais qui n'ont rien à voir avec le parallaxe. Et le problème, alors c'est très beau, ça permet de vérifier que la vitesse de la lumière la lumière se déplace à une vitesse finie, ça permet de l'estimer aussi, de la calculer, parce que vous connaissez la vitesse du Soleil, de la Terre autour du Soleil, donc vous pouvez calculer ça et en déduire, enfin en fonction de l'angle, vous en déduisez la vitesse de la lumière, c'est formidable, ça marche très bien. Sauf que l'angle en question est beaucoup plus grand que les angles de parallaxe, même les plus grands, correspondant aux étoiles les plus proches. Et donc, en fait, l'effet de parallaxe, il est complètement noyé. Oui, c'est ça. L'effet de parallaxe est complètement noyé dans l'effet d'aberration de la lumière. Et donc, on n'a pas pu le mesurer. Sauf, oui. En fait, du coup, avec l'aberration, ça peut augmenter la norme, non ? Ah, oui, en principe, oui, mais c'est là qu'on tombe dans la relativité. Et en fait, la vitesse de la lumière, ça on l'a su qu'en 1905, la vitesse de la lumière ne dépend pas du référentiel, c'est-à-dire dans ce référentiel-là, ou dans le référentiel statique, enfin dans le référentiel héliocentrique, la vitesse de la lumière reste la même. C'est très troublant, mais c'est vrai. En fait, prenons une étoile dans cette direction-là. Par rapport au Soleil, si la Terre ici ne se déplaçait pas, la vitesse de la lumière serait 300 000 km/s. Par rapport à la Terre qui se déplace par là, c'est encore 300 000 km/s. Ça paraît fou. Parce qu'effectivement, on a l'impression que si on va au-devant de la lumière, du coup, on la rencontre plus vite. Plus vite, en fait... Enfin, on s'attend à ce qu'elle ait une vitesse plus grande. Le problème, c'est que la vitesse, par définition, c'est la distance qu'on parcourt par unité de temps. Et si l'unité de temps n'est pas la même quand on change de référentiel, alors l'unité de temps est la même, une seconde est une seconde, mais l'intervalle de temps entre 2 événements donnés n'est pas le même suivant le référentiel. C'est très troublant. Alors, je ne vais pas faire de la relativité là, mais vous en ferez, et vous verrez à quel point c'est magnifique. En tout cas, c'est ça qui fait que, oui, vous avez raison, on devrait voir, en plus d'un changement de direction, un changement de vitesse, mais en pratique, non. De toute façon, on ne saurait pas la mesurer, cette vitesse, mais quand bien même, en fait... Ok, donc l'aberration de la lumière vient noyer complètement l'effet de parallaxe, qui par ailleurs est tellement petit que c'est extrêmement difficile à faire. Je crois que j'avais noté tout ça, et je ne trouve plus mes notes. Disons, j'avais noté... parce que finalement, ça a quand même été fait, la mesure de parallaxe, début 19e. C'est pas vrai. Voilà. C'est Bessel qui mesure la parallaxe de l'étoile 61 Cygni dans la constellation du Cygne. Il soupçonnait que cette étoile était plus proche que les autres parce qu'elle était plus grande, elle se déplaçait aussi. Alors oui, il y a aussi un mouvement propre des étoiles séculaires. C'est-à-dire que les étoiles sont fixes les unes par rapport aux autres, à peu près. En vrai, chaque étoile tourne autour du centre galactique.
sur des orbites qui ne sont pas toutes les mêmes, avec il y a de la dispersion, etc. Donc les étoiles se déplacent un peu de siècle en siècle. Et évidemment, on a des relevés depuis des millénaires. Donc Bessel se dit, l'étoile 61 Cygni, donc dans la constellation du Cygne, la très belle constellation qu'on voit là, l'été au zénith, comme ça, au milieu de la nuit, cette étoile a beaucoup bougé par rapport aux autres, enfin beaucoup faible, mais plus que les autres, donc elle doit être plus près, en fait. Et donc, il essaye de voir, il se dit, si j'ai une chance de mesurer une parallaxe, ça va être sur cette étoile. Et donc, il la suit, et elle a son mouvement propre. En plus, il y a l'effet d'aberration des étoiles. Mais en soustrayant l'effet d'aberration des étoiles, en fait, cette étoile, dans le ciel, elle a son mouvement propre, et en plus de son mouvement propre, il y a donc cet effet de parallaxe. Et donc, au lieu d'avoir, s'il n'y avait pas d'effet de parallaxe, elle aurait un mouvement dans le ciel rectiligne. Et à cause de la parallaxe, en fait, elle fait un peu comme ça. D'accord ? Parce que elle, dans le ciel, elle va tout droit, elle a son mouvement, mais nous, pendant qu'elle va tout droit, on la regarde aller tout droit, mais en faisant comme ça. D'accord ? En tournant autour du soleil. Donc, à cause de cet effet de parallaxe, au lieu de la voir se déplacer comme ça, on la voit un peu comme ça. Donc, si on fait ça très précisément pendant des mois, on voit un petit quelque chose. Alors, c'est Bessel, un grand Bessel des fonctions de Bessel, hein, un mathématicien, mais astronome aussi, comme vous voyez. Donc, il soustrait le mouvement propre de cette étoile et il estime donc la taille du rayon dû à la parallaxe et il trouve 10,5 années-lumière. Donc ça, c'est en 1838. Et c'est vraiment extraordinaire. Avant, on n'avait pas la moindre idée de la distance des étoiles. On savait juste qu'elles étaient suffisamment loin pour qu'on ne voit pas une parallaxe, quoi. Et donc, en 1838, on a pu connaître la distance, au moins, de ces étoiles-là, dont on soupçonnait bien, vu l'amplitude du mouvement propre, que c'était une des plus proches. Et de fait, c'est une des étoiles les plus proches. 10 années-lumière, c'est pas loin. Voilà, alors, donc après soustraction de l'effet d'aberration et de mouvement propre, ok, il trouve ça, très bien. Ouais, il y aurait d'autres choses à dire sur Bradley, là, mais je crois que oui, ça va être l'heure. Donc, je ne vais pas en dire plus là-dessus. Ok, juste un mot pour dire que... Je reviens, je suis un peu perdu dans mes notes, mais c'est pas grave. Juste un mot pour dire que... Donc, pour l'étoile la plus proche, je l'ai dit, c'est 0,76 secondes. Donc, vous voyez, c'est très très faible. Et en fait... même aujourd'hui, on ne peut mesurer la parallaxe que pour les étoiles vraiment proches. Hein. Donc Bessel l'a fait jusqu'à 10 années-lumière. On peut aujourd'hui aller jusqu'à à peu près 300 années-lumière. Alors, je n'ai pas encore introduit le parsec. Donc je parle en années-lumière. Donc jusqu'à 300 années-lumière, on peut mesurer des parallaxes, et ça correspond à des parallaxes inférieurs à 10 millisecondes d'arc. D'accord. Donc 1/100e de seconde d'arc. Alors, vous avez peut-être entendu parler du satellite Hipparcos. En fait, on arrive à faire même un peu mieux maintenant. Le satellite Hipparcos, évidemment en hommage à Hipparque, hein, qui est le premier à mesurer la distance
de la Lune, là, comme on a expliqué précédemment. Donc ça, c'est un satellite qui a été en opération. C'est un satellite européen, hein, c'est l'ESA qui a fait ça, 1989-1993, et qui a répertorié, donc qui a mesuré la parallaxe de 100 000 étoiles. C'est impressionnant. 100 000 étoiles. Et donc jusqu'à la milliseconde d'arc, donc encore 10 fois plus petit. Donc ça, c'était avant l'envoi d'Hipparcos. Donc 100 000 étoiles et jusqu'à peu près